Est-ce que c'est compris? S'il vous plaît, vous pouvez faire le point. D'accord. Donc, j'ai juste récapitulé ce que nous avons fait la fois passée. Oui, Merci donc pour la votre question, la Clara. question. J'ai... Pardon? Juste la question, le but, Le but, donc, bon, la question de l'exercice, c'était de déterminer le temps global de séchage entre une humidité de 0,25 à 0,02. Votre produit, votre produit initial, il présente bien sûr une très grande humidité. D'accord? Elle est de 0,264. J'avais dit que si la question, la question c'était déterminer le temps de séchage global. Là, j'aurais calculé le temps de séchage global entre l'humidité initiale, c'est-à-dire de T égale à 0, jusqu'à l'humidité finale à T égale 70 minutes. Donc, entre 0,26 ou la 264 à 0,209. Mais là, ils nous ont exigé de calculer ce temps de séchage entre une humidité de 0,25 à 0,02. D'accord? Donc là, j'avais en fait schématisé ça. J'avais une humidité initiale de 0,264. Vers la fin, elle atteint une humidité de 0,02, 0,09 et c'est clair hein, et c'est logique. Je sèche, donc je suis en train de vaporiser l'eau contenue dans ma matière solide. D'accord? Donc le solide, il perd bien sûr une quantité d'eau. À chaque fois qu'il perd une quantité d'eau, son humidité va diminuer. Donc à T égale à 0, le produit solide, humide, présentait une humidité de 0,264. À la fin, elle est devenue égale à 0,09. Là, je vous ai dit qu'on était limité par ça, par la détermination de temps de séchage afin de baisser l'humidité de 0,25 à 0,02. Je m'en fous de ce qui se passe avant ni de ce qui se passe après 0,02. Donc voilà le temps global de séchage entre 0,25 et 0,02. Nous avons dit la fois passée aussi que le temps global de séchage, rappelez-vous, le T global, c'était T qui correspond à la deuxième phase plus le temps qui correspond à la troisième phase. Nous avons dit que la première phase, elle est généralement négligeable. C'est une phase très courte et elle s'appelle la phase de mise en température. D'accord? Afin d'homogénéiser la température de mes particules solides pour que l'opération de séchage commence. Donc le T de séchage, c'est le T qui correspond à la deuxième phase, je l'appelle T2, vous pouvez le noter autrement, plus le T, c'est-à-dire le temps qui correspond à la troisième phase, la phase à vitesse décroissante. Rappelez-vous, nous avons noté ou bien nommé la vitesse, pardon, la deuxième phase par la phase à vitesse constante. Nous avons dit que la vitesse au cours de la deuxième phase, elle est constante et elle est maximale. On peut même schématiser ça. Voilà. Donc, nous avons dit que lorsque nous représentons la variation de l'humidité en fonction du temps, on va trouver une courbe qui a cette allure-là. Donc, T, X, j'aurai une diminution. D'accord? Et c'est logique, hein? L'humidité de la matière solide, elle diminue en fonction de temps. Pourquoi? Parce que le solide, il perd à chaque temps une certaine quantité d'eau. Pour quantifier cette quantité d'eau, nous avons calculé le X. Si j'ai à représenter la vitesse de variation, ou bien, pardon, la variation de la vitesse en fonction de T, nous avons dit que la vitesse du séchage, elle est égale à quoi? À la variation de l'humidité en fonction de T. Donc, la vitesse, c'est moins d de x sur dt. Il suffit juste de calculer cette variation. Nous avons dit que
pour la première phase, elle est trop rapide, t égale à 0, vitesse égale à 0. À un certain moment, cette vitesse, elle devient maximale et constante. Elle devient maximale et constante. Et nous avons dit aussi que une fois la vitesse, elle est maximale et constante et que j'ai vraiment atteint la troisième phase, j'aurai une diminution de cette vitesse en fonction du temps toujours. Nous avons dit que ce point de transition entre la deuxième phase à vitesse constante et la troisième phase s'appelle le point critique. Donc, la vitesse ici, ou bien là, durant la deuxième phase, elle est constante et elle est maximale et elle est égale à la vitesse critique à ce point-là. Revenons à l'exercice. À l'exercice, comment je peux déterminer le temps de séchage requis pour la deuxième phase? Là, c'est simple. Je sais que pour cette deuxième phase, dans tout cet intervalle-là, la vitesse, elle est constante. Donc, V, la deuxième phase, elle est égale moins d de x sur dt, moins d de x sur dt. Cette expression, elle est valable quelle que soit la phase. Si je suis dans la première phase qui est très négligeable, c'est toujours V égale moins dx sur dt. La deuxième phase, de même, V égale moins dx sur dt. La troisième phase, V égale moins dx dt. Maintenant, je me concentre sur la deuxième phase, car nous avons dit que T global, c'est T2 qui correspond au temps requis pour la deuxième phase, plus celui de la troisième phase. Moi, je sais que durant la deuxième phase, la vitesse, elle est constante et elle est maximale et elle est égale à la vitesse critique. Donc ça, c'est VC, d'accord? La deuxième phase, VC, est égale à moins d de x sur dt au point critique. Au point critique. À partir de cette expression, donc, j'essaye de tirer l'expression de dt. Donc là, dt, elle est égale à quoi? Elle est égale à moins dx sur la vitesse critique. Et bien sûr, je sais que la vitesse critique est constante. Du coup, je peux la faire sortir de l'intégrale. Donc, dt égale moins 1 sur, là c'est vc, moins 1 sur vc fois d de x, entre quoi et quoi maintenant? Entre quoi et quoi? Là, regardez, je reviens à notre schéma. Notre but, c'est de diminuer donc l'humidité de 0,25 jusqu'à 0,02. Entre X1 et XC, s'il vous plaît, ceci représente quoi en fait? Je suis dans quelle phase? Entre X1 et XC. La deuxième. La deuxième phase, très bien. Donc là, dt, ou bien pour diminuer là de X1 à XC, c'est la deuxième phase. Donc en fait, vous pouvez la noter T1 et là TC. D'accord? Je sais que ce terme-là, tout ça, l'intégrale de dt entre T1 et T2, me donne le temps T2 requis pour quoi? Pour terminer la deuxième phase. Donc, c'est moins 1 sur VC fois quoi? Fois XC moins XE1. D'accord? Là, c'est la méthode de travail que nous avons utilisée pour l'exercice 1. Pour cet exercice, est-ce que j'ai XC? Est-ce que j'ai XC et j'ai VC? Là, est-ce que j'ai XC? D'où vient cette valeur? Est-ce que vous l'avez sur le tableau de valeur? Est-ce que vous l'avez avec vos données d'exercice? Essayez de revoir l'énoncé. Regardez. Là, si je cherche, je ne trouve pas cette valeur de 0,188. D'accord? Je n'ai pas XC. Donc, en fait, je ne peux pas appliquer ça. T2 égale à ça, comme la fois passée. Par
Par contre, cette fois, regardez, nous avons le tableau de valeurs et nous avons le graphe X en fonction du temps. Regardez cette expression-là. V égale moins dx sur dt ou bien VC égale moins dx sur dt, pardon. Donc, en fait, la vitesse, elle représente quoi? C'est la variation de x en fonction du temps. Mathématiquement, ceci, c'est quoi? Mathématiquement, s'il vous plaît, dx sur dt. Il est représenté par quoi? Oui, très bien, monsieur Belkacemi. C'est graphiquement. Merci. Et mathématiquement, c'est la pente. Très bien. La pente de quoi? La pente de quoi? On l'avait vu pratiquement le lycée, l'université. La vitesse, donc c'est là, comment on calcule la vitesse graphiquement? C'est la pente de la tangente. Rappelez-vous, les vitesses instantanées. Oui, monsieur Benasser. Donc, la pente de la tangente, lorsque je représente x en fonction du temps, me permet de calculer la vitesse. Et ce sont des vitesses instantanées, c'est-à-dire, à ce point-là, par exemple, x égale une valeur de, je ne sais pas, 0,2, peut-être 0,2. Comment je peux déterminer ou bien comment je peux calculer la vitesse? Graphiquement, donc là, je fais la projection sur ma courbe x. La vitesse, c'est moins d de x sur dt, c'est-à-dire la pente de cette tangente à la courbe à ce point. À x égale 0,2, je trace la pente à ce point-là, à cette abscisse ordonnée, pardon, 0,2. Et du coup, je calcule la pente de cette droite. La pente de la tangente à la courbe à ce point-là, qui a ses coordonnées, me permet de calculer la vitesse instantanée à t égale peut-être 5 minutes ou bien 10 minutes. Et ainsi de suite. Pour une humidité de 0,19, je fais de même. Je fais de même. Là, quand la vitesse est variable, rappelez-vous, nous avons dit que pour la deuxième phase, la vitesse est constante. C'est-à-dire, si je vous demande à t égale 5, à t égale à 10, et là, par exemple, je suis sûre que la vitesse est constante. Quand vous tracez les tangentes à la courbe à t égale 5 minutes et à t égale 10 minutes, vous allez obtenir en fait quoi? Je trace la pente à 5 minutes et la pente à 10 minutes. Vous allez trouver quoi? Vous avez trouvé bien sûr deux droites ou bien deux pentes qui se confondent. La même valeur, très bien. La même valeur, c'est-à-dire les droites ont la même pente. Donc, là, ou bien là, ça sera la continuité taha, ici. Et c'est l'astuce pour trouver la vitesse dans la deuxième phase. Dans la deuxième phase, on sait que la vitesse est constante et elle est maximale. Et de plus, donc les tangentes vont se confondre. Les tangentes, j'aurai la même pente pour n'importe quelle tangente entre telle et telle valeur. Donc, on fait comment, s'il vous plaît? J'espère que vous avez vos graphes devant vous. J'espère. Je reprends, je copie le graphe. J'agrandis un peu. Donc, vous faites comment, s'il vous plaît? Normalement, vous êtes censé tracer X en fonction du temps. Vous aurez cette allure-là. Vous savez que lorsque vous tracez ou bien vous représentez les tangentes dans la deuxième phase, vous allez obtenir une seule droite. Et là, j'explique davantage. C'est-à-dire comme ça, disons que vous avez une allure comme ça, après une courbe. Donc, si j'ai à représenter
une pente à ce point-là. J'aurai cette droite. D'accord? Si j'ai à représenter la pente, bien la tangente, pardon, à la courbe dans ce point-là, je trouverai ça. Donc, en fait, c'est une droite, c'est la même droite. Et ceci m'informe sur quoi? C'est lorsque la vitesse est constante, donc j'aurai la même pente. Prenez votre règle, essayez de manipuler entre t égale à 0, d'accord, et n'importe quel temps, et vous me dites quel est l'intervalle pour lequel la vitesse est constante. C'est-à-dire vous aurez une seule pente. Quand est-ce que, lorsque vous mettez votre règle, d'accord, quand est-ce que vous avez une seule pente? Quand la pente change, c'est-à-dire la vitesse change. Donc en fait, on va déterminer d'abord l'intervalle. D'accord? Prenez votre règle, manipulez. Ah, donc mettez, là, j'ai un problème, j'ai pas su comment je change l'angle. Donc je dois mettre la règle ici. Regardez, ici. Donc, et je change. Je change l'angle. D'accord? Donc, comme ça, par exemple, là. Ah. Donc, ici, à ce point-là, j'ai la déviation. C'est-à-dire, de là à là, j'ai la même pente. Là, la déviation apparaît. Donc, en fait, ce point-là, je fais la projection sur l'axe des X, me donne en fait quel point? Donc, si je reprends sur ce schéma-là, je trace la pente comme ça. La déviation ici, elle apparaît à ce point-là. Voilà. Donc, de là à là, j'ai la même vitesse. Et quand est-ce que la vitesse change? C'est au niveau de quel point, s'il vous plaît? مدام عندي في الدوزيام بوان بدات Le deuxième point. Non, non, regardez, monsieur. C'est-à-dire, pas forcément, ici, hein, si j'avais compris, hein, pas forcément que, lorsque vous représentez, bien sûr, le premier point, pardon, deuxième question. Ça, c'est le premier point, le deuxième point. D'accord? Le troisième point. Donc, vous pouvez avoir la déviation, par exemple, entre 0 et 2 et 6, 6 et 10. Peu importe. Pas forcément que vous aurez la déviation, par exemple, au point 2. Exactement. Donc, vous pouvez trouver la déviation entre deux points. Et c'est le cas ici. Hein? C'est le cas. Regardez. Donc, c'est mon tracé. Et vous pouvez trouver, bien sûr, des différences entre nous. C'est clair. Si on est aujourd'hui combien? 25, on est 25, donc certainement, on pourra trouver 25 résultats différents. Il n'y a aucun problème. Hein. Et ceux qui ont touché à l'expérimental peuvent comprendre ça. Donc là, regardez, ma déviation, elle était là. Donc j'avais fait la projection ici. Ceci m'avait donné un temps de 3, là, je reconnais, c'est un peu délicat. Parce qu'en fait, moi aussi, lorsque j'avais pris l'exercice la première fois, j'avais pensé que ceci représente la première phase. Et là, j'ai une phase à vitesse constante. Mais en fait, non. En fait, la première phase, elle est tellement rapide, elle a été négligée. Et du coup, j'ai commencé de tâtonner à partir de t égale à 0. Donc, en fait, nous avons négligé totalement la première phase. Maintenant, j'avais trouvé un temps de 3,4 ou bien 3,5. Vos camarades de l'année passée ont trouvé un autre temps. D'accord? Donc, aujourd'hui, vous pouvez trouver un autre temps aussi. Si on est 25, on pourra trouver 25 temps différents. Mais bien sûr, la condition, il y aura toujours une fourchette de variation, un intervalle de tolérance. Donnez-moi quelques valeurs, s'il vous plaît. Jeune homme. مدام خرج لي 3,5 3,5. 3,5 presque 3,5. Très bien. Attends, je vais voir ma valeur. Je crois que c'était 3,2 ou la 3,4. Voilà, c'était 3,4.
L'année passée, je l'ai trouvé 3,5. J'avais repris cette année, hein. C'est la même personne, avec les mêmes conditions, et j'avais trouvé une valeur qui est différente. Là, ce que vous devez savoir, devez savoir que ce point de variation, rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais dit quoi? La transition entre la deuxième et la troisième phase, la transition entre la deuxième et la troisième phase se fait au niveau du point critique. Je répète. Donc là, si je représente la vitesse qui est moins d de x sur dt, donc une phase très rapide, après une vitesse constante, quand est-ce que la vitesse, elle va changer? Ici, la vitesse, elle va changer, elle va chuter. C'est à partir du point critique. Donc là, j'aurai d'autres valeurs, pardon, pour la vitesse. Donc en fait, ce point-là, le point de déviation, c'est le point critique, c'est TC. D'accord? Et du coup, ici, c'est XC. Normalement, c'est clair. Est-ce que c'est compris? C'est compris, s'il vous plaît? Oui, voilà. Merci. Merci. Donc là, TC, XC. Pour la vitesse, c'est simple. Donc, c'est la pente de cette droite. Prenez n'importe quelle valeur. L'essentiel, les points que vous allez prendre appartiennent à cette droite-là. Donc, la vitesse critique, d'abord, pardon, on va déterminer TC. Donc, celui qui m'avait donné la valeur de TC, vous lisez, s'il vous plaît, c'est-à-dire que vous faites la projection sur l'axe des Y, X, et donnez-moi la valeur de XC. Allez-y. Les autres, faites la même chose, s'il vous plaît. J'avais insisté que vous traciez la courbe la semaine passée. S'il vous plaît, ceux qui ont réussi à tracer la première, la pente, donnez-moi TC et donnez-moi XC. Madame, 0,181. 0,181. XC. Très bien. Très bien, oui. Bon, j'avais trouvé pour 3,4, j'avais trouvé 0,188, mais 0,81, c'est très proche. D'accord? Parce qu'en fait, tout dépend de l'échelle. Là, j'aurais dû prendre une grande échelle. J'aurais dû prendre, par exemple, le papier millimétré en largeur, etc. Tout ça va faire des différences de lecture entre moi et vous et entre vous-même. Donc, très bien. Nous avons déterminé TC et XC. Maintenant, on pourra directement calculer la valeur de la vitesse. La vitesse, je peux la noter VC parce que c'est la même vitesse. C'est quoi? Moins dx sur dt. Donc, il suffit juste de calculer la pente. Par exemple, j'avais pris le premier point, 0 et 0,264 moins, oui, 0,189, oui, très bonne valeur. Donc, 0,188. Et là, bien sûr, j'avais remplacé par 3,4. N'oubliez pas le moins. D'accord? N'oubliez pas le moins parce qu'on ne peut pas trouver une valeur de vitesse qui est négative. Donc là, regardez, XC égale TC, application directe, la pente, et du coup, VC égale à 0,022. Très bien. Maintenant, on reprend l'expression de tout à l'heure. Donc, ce qui nous manquait tout à l'heure, c'était VC et XC. On ne les avait pas. D'accord? Maintenant, il suffit juste de remplacer la valeur de la vitesse critique trouvée. La valeur X1, elle est connue. Et là, de même, il faut être vraiment prudent. Ne prenez pas X0. Je répète, si cette condition n'a pas été mentionné, c'est-à-dire déterminer le temps de séchage lorsque X varie de 0,25 à 0,02, là, j'aurais calculé directement entre 0,264 et 0,09. Comme ils nous ont exigé de calculer ce temps lorsque l'humidité chute de 0,25 à 0,02, dans ce cas, il faut respecter ça. Donc, T2, c'est 1 sur VC, X1 moins XC, et là, vous trouverez une valeur de 2,82 minutes, et là, c'est trop rapide.
C'est trop rapide. Là, j'aurais aimé que la chargée de cours ou bien la responsable vous donne un graphe qui est plus simple que ça. C'est-à-dire, hein, dans la majorité des cas, on trouve un truc qui est comme ça. X et T, bien sûr. C'est-à-dire, la phase, elle apparaît super bien. La phase linéaire. Après, c'est la courbe. Dans ce cas, c'est très délicat, je reconnais. C'est-à-dire, pour vraiment trouver la partie linéaire, c'est un peu délicat. Donc là, quand je prends ma règle, c'est plus facile, hein, de repérer cette partie linéaire. Elle apparaît super bien, donc de là à là. Et ceci, c'est mon point critique, certainement. TC, ceci, c'est le XC. Et bien sûr, la vitesse critique, c'est la pente de cette droite-là. Nous avons fini donc avec la deuxième étape, la deuxième phase, pardon. On passe au calcul de temps de séchage nécessaire pour la phase à vitesse décroissante, c'est-à-dire T3. Et là, de même, on remplace V par moins dx sur dt. Je tire le dt, c'est moins dx sur V. Le problème qui se pose maintenant, c'est au niveau de V. La vitesse, elle est variable dans ce cas. Oui ou non? Elle est de plus décroissante. C'est-à-dire, si ici, XC, c'était 0,188, à 0,16, je vais trouver certainement une valeur de vitesse qui est inférieure à la vitesse qui a été trouvée ici, 0,022. D'accord? À x égale par exemple à 0,1, certainement la valeur de la vitesse, elle est aussi inférieure à la valeur qui a été calculée précédemment. Et ainsi de suite. Maintenant, comme la vitesse est variable, comment je pourrais déterminer le T3? On s'est mentionné sur le cours G, mais j'aimerais bien que vous sachiez ça une fois vous avez cette expression-là. Là, certainement, c'est la résolution graphique qui va m'aider. D'accord? Résolution graphique, c'est-à-dire c'est l'air sous la courbe. Pour pouvoir savoir quels sont les paramètres que je dois calculer pour calculer l'air sous la courbe, donc il suffit juste de visualiser votre fonction et votre variable. La variable, c'est x. Un des de x, donc ma variable, c'est x. Très bien. La fonction f de x ou bien y, c'est 1 sur v. La fonction qui est variable, c'est 1 sur v. Elle est fonction de x. Donc, en fait, ici, je dois trouver 1 sur v. Mais bien sûr, avant de trouver 1 sur v, je dois calculer la vitesse. D'accord? Avant de calculer 1 sur v, je dois calculer la vitesse. Maintenant, à votre avis, ce sont des vitesses instantanées. Oui, très bien. La méthode de trapèze, c'est la méthode pour qu'on puisse calculer l'air sous la courbe. Mais avant de calculer l'air sous la courbe, regardez, je dois en fait avoir des valeurs de x et je dois avoir des valeurs de la vitesse pour pouvoir calculer l'inverse de la vitesse. Comment j'ai su que je dois travailler avec 1 sur v? Non, ma fonction f de x d de x, f de x c'est 1 sur v. D'accord? Et le X, c'est le grand X qui est l'humidité. Maintenant, avant de calculer, j'ai dit 1 sur V, je dois avoir les valeurs des vitesses instantanées. Maintenant, vous me dites comment je peux calculer ces valeurs-là. Est-ce que je peux les calculer analytiquement ou bien graphiquement, à votre avis? Allez-y. C'est simple, hein? Donc, ceux qui ont compris la méthode de calcul de la vitesse pour la première phase, ils peuvent répondre facilement. On est là pour... Pardon? Oui? La pente de chaque point. Très bien, très bien. Donc, vous savez, très bien. Donc, vous savez que la vitesse instantanée, c'est la pente de la tangente à la courbe à un point donné. D'accord? Disons, hein, je vous demande de déterminer la vitesse à t égale 20 minutes. Vous faites comment? Vous avez la courbe. Vous savez que la vitesse, c'est la pente de la tangente à ce point-là, à 20.
Donc, vous faites comment? Vous allez à Madame, 20. Oui, 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 monsieur. entre chaque 2 points, le tableau, madame, نخرجوا le jeu. Entre ça, très bien, oui. Hadi, c'est une méthode. Je vais en expliquer par la suite. Soit graphiquement, on fait comment graphiquement? Graphiquement, c'est la vitesse instantanée, c'est la pente de la tangente en un point donné. D'accord? C'était comme tout à l'heure. Tout à l'heure, juste, on avait les mêmes pentes. C'est pour ça que nous avons calculé une seule. Maintenant, entre t critique et t final, nous avons une infinité de points et nous avons des vitesses différentes et nous savons que la vitesse est décroissante. Elle décroît en fonction du temps. Donc, on fait comment? Là, c'est votre choix. Vous faites comment? Donc, vous avez ici l'humidité. D'accord? Là, regardez. On a d de x sur dv. Donc, certainement, je vais présenter quoi pour calculer l'air sous la courbe? Je reprends ici. Vous avez donc T3 égale, je laisse le moins, 1 sur V d de x. C'est-à-dire, vous avez f de x, d'accord, ou bien y, d de x. Voilà. Là, pour avoir l'air sous la courbe, en fait, je dois tracer ma fonction f de x, d'accord, qui est 1 sur v, en fonction de quoi? En fonction de x. C'est pour cette raison, j'avais pensé à calculer 1 sur v. Je n'ai pas inventé. Donc, j'ai suivi mon intégrale. Donc, pour x, là, il faut être intelligent. Là, c'est entre, rappelez-vous, la troisième phase, elle commence 2 et elle se termine là, T3, c'est entre TC et T2. Donc, X, c'est entre XC et X2, 0,02. Donc, en fait, je dois calculer l'air sous la courbe entre 0,188 et 0,02. Et là, vous êtes libre. Moi, j'avais choisi de prendre un pas de 0,02. Vous pouvez prendre un pas de 0,05, de 0,04. Si je suis en examen, par exemple, là, et je veux optimiser mon temps, là, j'aurais pris un pas de 0,04. Moi, j'ai été chez moi, à l'aise. Ce n'est pas le cas, bien sûr. Hein. Donc là, j'avais pris 0,02. D'accord? Et de plus, pour faciliter mon travail, là, si j'avais pris, par exemple, pourquoi j'ai choisi 188 à 0,18? C'est un pas. Après, j'ai arrondi si vous voulez, j'avais choisi un autre pas. Là, vous pouvez laisser 0,188 par exemple, et là, 0,184, disons. Mais là, je ne vais pas m'en sortir. L'essentiel, vous faites quand vous voulez. L'essentiel, vous me donnez le bon résultat. Si vous êtes à l'aise chez vous, vous pouvez diminuer le pas. Si vous voulez faire comme moi, tant mieux. D'accord? Pour ce cas, juste pour ce cas. Si j'avais trouvé TC égal à 0,18, j'aurais éliminé ça. D'accord? J'aurais éliminé ça et j'aurais commencé à partir de 0,18. Donc là, comment j'avais fait? À 0,18, x égale à 0,188, ce n'est pas un problème. J'avais la valeur de la vitesse, c'est la vitesse critique. J'ai calculé 1 sur v. À 0,18, regardez, j'avais fait comment? À 0,18, sachant que nous avions le x en fonction de t, première phase, après, deuxième phase. Donc, à 0,18, x égale 0,18, j'avais tracé la pente à ce point-là. La pente. D'accord. J'ai tracé la pente, la tangente, pardon. J'ai tracé la tangente et j'ai calculé sa pente. J'avais trouvé cette valeur-là, 0,016. J'ai calculé l'inverse de la vitesse.
pour x égale 0,16, et là, j'avais fixé un pas de 0,02. Ceux qui veulent fixer un autre pas, vous êtes libre, hein. Vous faites quand vous voulez. Moi, pour plus de précision, j'ai pris un pas de 0,02. X égale 0,16, j'ai fait de même. Donc, le point ici, j'ai tracé, c'est une autre pente, c'est-à-dire une autre vitesse, et j'ai calculé donc la pente de cette tangente. J'avais trouvé une autre valeur, d'accord, 0,09, et du coup, une autre valeur de 1 sur V. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'atteigne une valeur de 0,02, d'accord? C'est la dernière valeur de vitesse. Une fois j'ai terminé tout ça, maintenant, je commence le calcul par la méthode de trapèze. Rappelez-vous, ici, le pas est de 0,008. Donc, je calcule cette surface-là. Pourquoi c'est S1 plus S2? Parce que entre ça, les deux premiers points et le reste, le pas n'est pas le même. Donc, entre les deux premiers points, j'ai utilisé la méthode de trapèze. J'ai calculé S1. Entre le point 2 et le dernier point, c'est le même pas. Et du coup, c'est la méthode de trapèze pour tous ces points-là. Avec un pas de 0,02, voici le résultat. Donc S2, c'est 63,91. Le S total, bien la surface totale, c'est-à-dire le temps total, le T3, c'est le S1 plus S2. Et là, vous trouverez la valeur de 64,34. Le T global maintenant, le T global, c'est le T2, le temps requis pour finir la deuxième phase, plus celui requis pour la troisième phase, et donc les 2,82 trouvés tout à l'heure, plus la valeur de 64,34. Là, vous obtiendrez un temps global de 67,16. Maintenant, est-ce que c'est compris, s'il vous plaît? Madame, on peut éviter de calculer deux S, deux surfaces. Pardon, est-ce qu'on peut? Éviter de calculer S1, S2. On calcule une seule Oui, surface. regardez, hein, votre camarade tout à l'heure m'avait donné une valeur de 181, c'est ça? 181. Et là, elle peut éviter, hein, elle peut éviter, c'est-à-dire elle peut prendre directement 0,18. Et elle fixe le pas par la suite. تحسب une seule surface. Monsieur Bilkasmi, je crois, tout à l'heure, m'avait donné 0,18, 0,189, pardon. Et il peut arrondir ça à 0,19, il fixe un pas de 0,04 ou la 0,05. Sinon, si vous avez par exemple ceux qui vont trouver les mêmes résultats et veulent vraiment utiliser une seule surface, calculer une seule surface, ils font comment? Allez-y, est-ce que c'est possible ou pas? Quand le pas n'est pas constant. Ah, vous devez répondre là. D'accord, vous ne voulez pas. Merci. Donc, voici l'exercice 4. Si vous avez des questions, allez-y, avant de passer à autre chose. Là, une chose juste à mentionner, c'était la question, je crois, de l'année passée, l'examen de l'année passée. Généralement, lorsqu'on vous donne un tableau de valeurs ou bien un graphe de X en fonction de T, première question, on vous demande toujours de déterminer les différentes phases de séchage, c'est-à-dire phase 1, phase 2 et phase 3. Là, vous faites comment? Par exemple, ici, vous dites que entre 0 et T critique, c'est la deuxième phase, la phase à vitesse constante, c'est-à-dire vous donnez des intervalles. Et entre T critique et T final, par exemple, c'est la troisième phase, c'est la phase à vitesse décroissante. Maintenant, physiquement, qu'est-ce qui se passe physiquement? La deuxième phase à vitesse constante, vous avez, c'est une phase primaire, c'est la phase initiale, vous avez le solide qui est très humide, hein, d'accord? Très humide, c'est-à-dire la surface de votre solide, elle est chargée avec de l'eau. Elle est complètement mouillée. La surface de votre solide, elle est complètement mouillée. Donc, un transfert de masse a lieu. Transfert de masse, c'est-à-dire, vous avez de l'eau, d'accord, qui s'évapore et qui passe de la phase mouillée, c'est-à-dire la phase liquide, vers la phase gazeuse. Donc, en fait, dans ce cas, l'eau, elle est vaporisée, donc elle passe de la couche superficielle
À la phase gazeuse, on dit que la vaporisation de l'eau, de la surface, elle est vraiment indépendante du mécanisme. C'est-à-dire là, je m'en fous du mécanisme avec lequel l'eau se transfère, si vous voulez, entre le fond et la surface. Le fait que la surface est mouillée, donc j'ai que l'évaporation. D'accord? J'ai que l'évaporation de quoi? De l'eau qui est à la surface. Maintenant, durant cette phase, c'est pour cette raison que la vitesse, elle est maximale. Parce que l'eau, elle est disponible à la surface. Au fur et à mesure que votre surface, elle sèche, d'accord? Elle sèche, du coup, le mécanisme, en fait, ou bien la phase de séchage, je serai dans la deuxième phase, la phase à vitesse décroissante. Pourquoi la vitesse, elle décroît? Tout simplement parce que le mécanisme, il sera fonction de quoi? Du mécanisme avec lequel l'eau, elle va atteindre la surface. Pour que l'eau s'évapore, elle doit atteindre quoi? La surface. Pendant la deuxième phase, j'ai de l'eau qui est disponible sur la surface. D'accord? Donc, l'évaporation est trop rapide. Au fur et à mesure que le temps avance, l'eau qui est à la surface, elle sera totalement consommée. Donc, en fait, pour que l'évaporation se produise, l'eau, pardon, va vraiment, doit être transférée à la surface. Et ceci se fait par diffusion. Durant, je répète, la troisième phase, le transfert de l'eau se fait par diffusion. C'est pour cette raison que la vitesse de séchage, elle est décroissante car elle dépend du mécanisme réactionnel de transfert de matière, de l'eau, d'accord, du fond vers la surface. Voilà, c'était la question. Je crois que c'était donner les mécanismes de transfert de l'eau durant la deuxième et la troisième phase. C'est compris, donc on passe à autre chose, s'il vous plaît. Madame, Oui, je place mon chargeur, je l'ai oublié, pardon. Oui, jeune homme. pour le calcul des surfaces, t'as مقبل, madame. Oui. Et on ne veut Oui. pas calculer deux surfaces, madame. On peut faire le premier point avec le dernier point. Et on divise avec un nombre de points qu'on vous voulez. Et on fait un seul pas, madame. On dirait un seul pas, on نحسبه. Attendez. C'est-à-dire ici, vous voulez dire que Si on ne veut pas calculer deux surfaces. Oui. C'est-à-dire je ne sais pas sur la précision. Tant que j'ai un pas très petit, la précision est grande. D'accord? Oui, madame. Donc, oui. Essaye de... Un nombre de points. Voilà. Par exemple, 10 points. On dirait le premier point avec le dernier point sur 10. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un seul trapèze. Oui, un seul pas. Voilà. Attends, donc, نحسبها sur place. Hein. Attendez. C'est-à-dire, je partage ma calculatrice. Bien directement. Vous aurez un pas de, par exemple, 0, je vous voulais pas tout à l'heure, c'est-à-dire je voulais attirer votre attention. Pardon, 0,02, attendez, égal, divisé par 2, égal, fois. Et c'est vrai, l'examen, c'est long. 45,45 plus 2500. Et là, le résultat est complètement différent. Hein. Si je ne me trompe pas, c'est 213, vous avez vu la différence. Là, les méthodes numériques, si par exemple, là, j'utilise Origine, hein, si je sollicite Origine pour qu'il me fasse le calcul, il aurait certainement pris un pas trop petit et le résultat sera vraiment différent. D'accord? Dans ce cas, j'ai essayé de minimiser le calcul. Donc, entre ça et ça, j'ai pris un seul pas
Entre le reste, j'ai fixé le pas. Vous pouvez fixer le pas dès le début. Comment? Par exemple, 0,188, par exemple 184. Mais là encore, j'ai diminué le pas. C'est pas possible. Vous pouvez par contre, regardez, hein, vous pouvez par contre négliger carrément la valeur. Si vous êtes pressé, par exemple, si vous avez à faire un choix, vous négligez la valeur et vous commencez de travailler à partir de cette valeur-là. Si vous voulez être plus intelligent, vous faites comment? Vous laissez cette valeur, là, vous laissez 0,18 par exemple, là, et là, vous prenez par exemple combien? Donc 0,02, 0,012 par exemple, ou bien 0,1. Allez-y, 0,1. Entre 0,18 et 0,1, vous aurez un pas de 0,08. Par la suite, 0,1 moins 0,08, ça sera 0,02. Voilà. Là, essayez, c'est juste une proposition. Prenez 0,18, après 0,1, après 0,02. Vous tombez faites la valeur, hein? Un coup de chance. C'est-à-dire, au lieu de prendre combien 10 points, vous allez prendre 1, 2, 3, 4 points. Et là, vous allez certainement avoir une valeur qui est proche à celle-là, normalement. Là, je me rappelle, tout à l'heure, votre camarade m'avait dit, pour le calcul de la vitesse, il a proposé autre chose. Il avait raison. Il m'avait dit de calculer la vitesse entre chaque deux points. Oui, c'est vrai. Si je prendrais le premier tableau de valeur, je pourrais rajouter une autre ligne pour calculer la vitesse. D'accord. La vitesse, c'est quoi? Delta sur delta t. Delta x sur delta t. Je calcule la vitesse. D'accord? Mais là, vous aurez à calculer combien de vitesses. Regardez. Et la précision n'est pas vraiment très bonne. Donc là, je préfère calculer par les tangentes. Là, ne vous inquiétez pas. Là, je disais beaucoup de points, c'est-à-dire j'avais calculé plusieurs vitesses. Vous pouvez minimiser le pas et calculer moins de vitesse. D'accord? Le chapitre séchage, elle est très simple par rapport à l'air humide. Je vous ai dit, vous pouvez le faire seul. Essayez juste de revisualiser les TD et pourquoi pas le cours. Par contre, évaporation, je vous conseille dès maintenant. Elle est simple aussi. J'essaye de simplifier vraiment à fond les notions de base, quoique il y a une astuce que la chargée de cours d'habitude, elle l'a fait pendant le cours et c'était le problème 1. Là, je vous conseille, je sais, elle fait pas, je crois, les enregistrements. Donc, soit le délégué, soit l'un de vous, il fait les enregistrements et les partage avec si on n'aura pas le temps pour faire l'astuce, c'est un peu long, donc vous aurez au moins l'enregistrement à visualiser. Je répète, un volontaire ou bien le délégué s'il assiste avec la chargée de cours, vous faites les enregistrements de tous les cours d'évaporation, surtout pour les applications, l'application notamment du problème, et non pas l'exercice 1, du problème 1. On passe maintenant donc à l'évaporation, qui est un procédé vraiment très, très utile et très sollicité dans le domaine industriel. Donc, en fait, l'évaporation, c'est quoi? De même, l'évaporation est une opération unitaire. Toujours une opération unitaire qui dit opération unitaire, c'est-à-dire séparation. Donc, de séparation, je sépare quoi? Je sépare le solvant du soluté. Donc, le solvant est séparé du soluté en le faisant passer, bien sûr, de l'état liquide à l'état vapeur. Donc, j'ai deux composés qui sont mélangés, le soluté et le solvant. D'accord? Soluté plus le solvant. Une fois je procède par évaporation, donc automatiquement, je sépare le solvant du soluté. Là, vous allez rencontrer deux termes qui se répètent, soit vaporisation, soit évaporation. À votre avis, quelle est la différence entre vaporisation et évaporation en termes scientifiques, hein? Allez-y. Madame, l'évaporation, c'est la Oui. vaporisation et l'ébullition, madame.
Mais la vaporisation, c'est juste le passage de gaz, de liquide au gaz. Oui, oui, en quelque sorte, hein. En quelque sorte, il y a, c'est-à-dire, c'est la moitié de la réponse. Même regardez, vaporisation ou bien évaporation, j'ai toujours, je dois atteindre l'ébullition pour que je puisse faire passer mon solvant de l'état liquide à l'état vapeur. D'accord, vaporisation ou bien évaporation. Mais en général, on utilise le terme de vaporisation quand le but est la récupération du solvant. D'accord? J'ai dit que l'évaporation, c'est la séparation d'un soluté du solvant. Donc, si mon but est de récupérer le solvant, je parle de la vaporisation. Si mon but récupérer le soluté, je parle d'une évaporation. C'est la différence entre les deux. Maintenant, l'évaporation est principalement utilisée dans toutes les industries agroalimentaires, par exemple pour concentrer une solution aqueuse, solution de jus, pour avoir par exemple le lait en poudre. Donc, pour concentrer le lait, donc je passe d'un lait qui est liquide et par la suite vers le lait qui est poudre. Donc là, je procède par évaporation, surtout lorsque mon soluté est sensible. D'accord? Lorsque mon soluté est sensible, je ne vais pas le chauffer, mais je vais en fait faire quoi? Je vais évaporer le solvant dans lequel se trouve mon soluté. Et malheureusement, l'évaporation aussi est un phénomène de changement d'état et elle est endothermique. Changement d'état, c'est-à-dire le passage d'une phase à une phase, la phase liquide vers la phase vapeur, ou bien le contraire, phase solide vers la phase liquide, ainsi de suite. Là, le phénomène est endothermique, c'est-à-dire que pour l'évaporation, c'est une opération qui absorbe la chaleur. Donc, je dois fournir de la chaleur. Et qui dit chaleur dit quoi? En termes économiques, économiquement, c'est des dépenses. Donc, le coût est, voilà. Donc, le coût est très élevé parce que l'évaporation est un phénomène endothermique qui absorbe de l'énergie. Regardez, il ne faut pas vraiment avoir peur de tout ce qui est bilan de masse ou bien bilan thermique surtout. Votre problème, c'est les bilans thermiques, c'est la thermodynamique. J'avais aussi ce problème, d'accord, mais j'ai bien travaillé dessus. Je vous encourage vraiment à travailler ce chapitre, même les deux autres interrogations. On avait fait 2 interrogations. Le chapitre évaporation, de très bonnes notes, de 17 et de 18. D'accord? Il faut juste faire la différence entre 2 notions de base. Et pour ceci, je vais vous poser la question. Est-ce que vous savez la différence entre ce qu'on appelle la chaleur ou bien l'énergie latente et la chaleur sensible? Ceux qui assistent, je crois, la chargée de cours avait expliqué ça. Les autres, est-ce que vous avez des notions sur ceci, la différence entre la chaleur latente et la chaleur sensible? Si vous comprenez la différence entre ces deux chaleurs, là, le chapitre évaporation va être très, très, très facile. Allez-y. Je vous ai dit, on apprend. Donc, n'hésitez pas à répondre. Même si c'est faux, on va vraiment se corriger et on va se développer ensemble. Allez-y. Énergie, bien chaleur sensible et chaleur latente. Là, je vous donne un exemple. Regardez. La chaleur latente, c'est pour changer la phase. La chaleur sensible, pour changer la température. C'est pour augmenter ou bien pour la température. Très bien, c'est la très bonne réponse. Rappelez, c'est M. Bilkas qui a parlé, c'est ça? Ou bien M. Benasser, c'est qui? Vous avez raté. Qui avait répondu? C'est M. Benasser ou bien M. Bilkasmi? Je n'ai pas saisi. Oui, madame. Répondez. C'est vous, M. Bilkasmi? Oui, madame. Donc, vous aurez 0,5 de plus. Vous aurez, celui qui avait répondu, il aura 0,5 de plus. Si on fera contrôle continu, sinon en examen, je vais essayer de convaincre Madame Toumi. Même ceux qui ont donné des réponses positives les premières séances, essayez de m'écrire, d'accord? Là, je vais donner un exemple pour saisir cette notion.
Je vous donne juste l'exemple de l'eau, l'ébullition de l'eau. Vous avez par exemple, c'est pas zone. Regardez, vous avez de l'eau, température de l'eau qui est égale à 20 degrés C. T ou égale 20 degrés C. À 20 degrés C, donc j'ai une casserole, je mets sur le feu et j'allume ma source de chaleur et donc je commence à fournir une énergie à l'eau. Automatiquement, la température, elle va entre 20 et 30. Je dois fournir une énergie pour élever la température de l'eau de 20 degrés C à T égale 30 degrés C. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, pour augmenter la température de l'eau de 20 degrés à 30 degrés C, par exemple, je consomme 2 kJ d'énergie. 2 joules. Après, de T égale 30 degrés C à T égale à 40, certainement, je vais élever la température de 10 degrés C et du coup, je vais consommer encore 2 kJ. Au fur et à mesure que la température augmente, la quantité d'énergie consommée, elle augmente aussi. D'accord? Jusqu'à ce que l'eau atteigne une température de 100 degrés C. À 100 degrés C, par exemple, j'aurais ici fourni, par exemple, là, 12 kJ, disons. 12 kJ, ce n'est pas du tout vrai. Hein? Donc, regardez, donc la chaleur qui a été fournie a été absorbée par l'eau pour augmenter sa température. Lorsque l'énergie mise en jeu est à l'origine d'un changement de température, d'accord? On appelle ça chaleur sensible. C'est la chaleur sensible. Elle est due donc au changement de température, généralement à l'augmentation de la température. Pour le système endothermique, la diminution de la température, système exothermique, donc chaleur latente. À votre avis, si j'ai un thermomètre, d'accord, je l'utilise pour cette opération, je laisse le feu, d'accord, je laisse ma source de chaleur allumée et à 100 degrés C, je commence à prélever les températures. À votre avis, il va se passer quoi? Est-ce que la température de l'eau va augmenter davantage, elle va diminuer ou bien elle va être maintenue? C'est une opération qu'on peut faire chez nous. Les filles qui utilisent thermomètre pour mesurer la température du chocolat, pour préparer le glaçage miroir, allez-y, répondez-nous. Est-ce qu'à 100 degrés C, la température, je laisse le feu allumé, hein, et je mesure la température. Je trouverai 105, je trouverai 98, je trouverai 120. Essayez de répondre, s'il vous plaît, par chat, en privé. Allez-y. Reste constante, madame. Elle va rester constante. Très bien. La température, elle va rester constante. Pourquoi? Pourquoi la température va rester constante? Transformation de l'eau en vapeur. Voilà, tout simplement, c'est parce que la chaleur qui sera fournie après 100 degrés, c'est l'ébullition. Hein? Là, c'est l'ébullition. La chaleur qui sera fournie lorsque la température est égale à 100 degrés C, elle va être utilisée pour faire passer le liquide de la phase liquide, les particules de l'eau, pardon, de la phase liquide vers la phase gazeuse. D'accord? Au début, la chaleur qui a été fournie, elle a été absorbée par l'eau pour augmenter sa température. Pardon. Par contre, par la suite, lorsque la température de l'eau atteint les 100 degrés C, toute quantité de chaleur fournie, elle sera exploitée afin de quoi? De faire passer, bien sûr, le liquide, les particules d'eau de la phase liquide vers la phase vapeur. Et dans ce cas, je parle de quoi? Je parle de la chaleur latente. La chaleur latente, c'est la chaleur
d'accord, qui est à l'origine d'un changement d'état. Un changement d'état thermodynamique, c'est-à-dire de la phase liquide vers la phase vapeur, le contraire de la phase vapeur vers la phase solide, de la phase solide vers la phase liquide ou bien vapeur, etc. Donc, la chaleur latente, c'est la chaleur d'origine ou bien qui a une origine d'un changement d'état. Voici la différence entre les deux. Si vous avez compris ça, donc tout ce qui est évaporation, exercice, simple effet, triple effet, double effet, courant, contre-courant, ça sera vraiment des évidences. D'accord. Et bien sûr, vous devez assister ou bien au moins... Oui, oui, mademoiselle. Absorbée. Non, la chaleur, les deux, ce sont des chaleurs absorbées. D'accord. La chaleur sensible, elle est absorbée afin d'augmenter la température. D'accord. C'est un changement de température. Par exemple, de 20 degrés à 30 degrés. C'est la chaleur latente. Elle a été utilisée pour élever la température d'un objet ou de l'eau ou d'un autre solvant, etc. Par contre, la chaleur latente, c'est la chaleur qui est absorbée aussi, mais pour faire passer un objet ou bien un liquide de la phase liquide vers une autre phase. Je parle de l'évaporation, donc automatiquement, je parle de la transformation de la phase liquide vers la phase vapeur. Chaleur sensible, c'est la chaleur qui est utilisée pour augmenter la température. Elle a une origine d'un changement de température. Par contre, la chaleur latente, c'est vraiment la chaleur à l'origine d'un changement d'état, changement de phase. Voilà. Avec ça, normalement, on peut travailler nos exercices à l'aise. Là, avant de commencer, je vous donne dès maintenant le schéma d'un évaporateur. Comment je peux schématiser un évaporateur? Regardez, donc vous commencez toujours par tracer l'enceinte. Voici votre enceinte. Voilà. Toujours, vous introduisez votre alimentation par le haut. L'alimentation, nous avons dit qu'en anglais, elle est appelée feed. OK? C'est feed. Maintenant, ce qu'on va adopter comme notation. Donc, vous avez feed, c'est la charge. Bien sûr, la charge, elle contient un solvant plus soluté. OK? Donc, soluté, il a un titre mathématique, XF, la concentration. Donc, la charge a une certaine concentration en termes de quoi? En termes de soluté. Donc, elle arrive avec une température TF et bien sûr une enthalpie. La chaleur dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est la chaleur, comment? C'est l'enthalpie, c'est la chaleur enthalpique. Pour les liquides, généralement pour l'évaporation, le liquide, d'accord, pardon, la charge est sous forme liquide. D'accord, sous forme liquide. Pour les liquides, je note l'enthalpie par petites taches. Par petites taches. Maintenant, ça c'est bien la charge. La charge a une température, par exemple, ambiante, 30 degrés ou bien 40 degrés, peu importe. Je dois bien sûr chauffer cette charge-là. Comment je la chauffe? Je la chauffe avec un échangeur de chaleur. Donc, je mets ici un serpentin, un échangeur de chaleur. Et généralement, on chauffe notre charge avec la vapeur d'eau. On l'appelle vapeur de chauffe. C'est la vapeur de chauffe. Vapeur de chauffe. Vapeur de chauffe. Regardez, en anglais, la vapeur, c'est steam. Donc, on note par S. Bien sûr, le steam, ou bien la vapeur, arrive avec une température TS. Certainement, elle est supérieure à TF pour que je puisse chauffer mon alimentation. Donc, et bien sûr, une enthalpie HS. C'est une énergie. D'accord? Pourquoi j'utilise la vapeur de chauffe? Parce qu'elle est chauffée, donc elle contient une certaine quantité d'énergie. Et je note par grande tâche parce que c'est vraiment une phase vapeur.
la vapeur, l'enthalpie, je la note grand H. Lorsque l'élément, bien l'entité est liquide, c'est petit h. À la fin de l'opération, je récupère le même débit de la vapeur, généralement avec réserve, je le laisse TS. Parfois, les températures ne sont pas les mêmes, il y a une légère différence, mais généralement, c'est avec la même température à la sortie. Et là, bien sûr, ces petites HS, pourquoi une fois la vapeur en contact avec le liquide, la vapeur, elle va céder sa chaleur pour chauffer l'alimentation, d'accord? Et du coup, il y aura une certaine condensation, une source chaude avec une source froide. Du coup, je récupère la même quantité et généralement avec la même température, mais sous forme liquide. C'est pour cette raison que j'appelle ça un condensat. Un condensat. Donc, il y aura une condensation. Donc, si vous avez compris, s'il vous plaît, vous avez ici la phase vapeur. Et ici, vous avez une phase vapeur et là, une phase liquide, une condensation. Donc, la différence entre les deux, c'est HS moins petit hs. Ceci représente une chaleur latente ou bien une chaleur sensible? Allez-y. Chaleur latente ou bien... C'est la chaleur latente, on dit de condensation. Là, c'est le contraire. Vous avez une vapeur, elle devient liquide. Donc, très bien, c'est une condensation, donc c'est une chaleur latente. Là, c'est par rapport à la vapeur. Mais on revient à notre charge. Il va se passer quoi? Regardez. Vous introduisez une charge avec ces caractéristiques-là. OK? Donc, en contact avec la chaleur, avec la source chaude, on va élever la température de la charge, TF. Si elle était à 20 degrés, si la vapeur arrive à 80, certainement, je vais augmenter la température de la charge. Quand j'augmente la température de la charge, il va se passer quoi? Il va se passer certainement, je vais élever la température à la température d'ébullition, certainement. Donc, en fait, j'aurai évacué une certaine quantité du solvant. Généralement, c'est de l'eau. Le solvant qui est utilisé, j'ai un jus qui est dilué et je vais récupérer le concentrat. Donc, je chauffe avec la vapeur d'eau. Donc, j'élimine une certaine quantité d'eau, de la vapeur d'eau, et en bas, je récupère un concentrat de jus. Donc là, une fois la charge en contact avec la source chaude, donc il y aura une évaporation. Il y aura une évaporation, donc des vapeurs qui vont atteindre le haut de l'évaporateur. On l'appelle vaporat, OK? Il sort avec un certain débit V, avec une enthalpie grand H ou bien petit h. Allez-y pour voir si vous avez mémorisé ou pas. Grand H ou bien petit h? Grand H. Grand H parce que c'est la phase vapeur. Avec une température T1. La température de sortie des vapeurs, c'est la même température qui est à l'intérieur. Là, avec une certaine pression P1, T1. On peut noter PT. Pourquoi c'est 1? Parce que dorénavant, on va utiliser plusieurs évaporateurs. Donc, ça sera premier évaporateur P1, T1, deuxième P2, T2, etc. Donc là, le condensat, ce qui va nous rester, c'est la récupération de notre concentrat en bas. Concentrat, il est comment? Liquide, vapeur, solide. Pardon, concentrat. Allez-y. Liquide, madame. Et les liquides, très bien. Liquide, je le note par L. On dit c'est la liqueur. D'accord? XL, c'est le titre massique du soluté. Bien sûr, à la température T1 et avec, puisqu'il est liquide, c'est petit HL. Petit H. Voilà, merci. C'est petit HL. Si vous avez remarqué, et c'est à mémoriser, ne perdez pas de temps, vous avez T1, vous avez T1, vous avez T1. Toujours la même température. Voilà, vous avez donc une idée, pratiquement c'est la même température. OK, donc là, ce sont les notations. Je pose une dernière question. À votre avis, notre but c'est de concentrer, donc automatiquement, et c'est logique et vous devez savoir répondre. Entre XF et XL, est-ce que XF elle sera supérieure à XL, inférieure à XL, seront égales, etc. Sérieux, madame.
inférieur, donnez-moi une phrase complète. XF inférieur à XL ou bien inférieur à XL. Très bien. Donc, XF, elle sera inférieure à XL ou bien XL, elle sera supérieure à XF. Très bien. C'est-à-dire, une fois que vous travaillez un exercice, si vous voyez que XL est inférieur à XF, c'est-à-dire que vous vous êtes trompé quelque part. OK. Si vous trouverez XL qui est supérieur à XF, au moins, c'est-à-dire que vous êtes sûr que vos résultats sont logiques. S'il y a une petite erreur l'application numérique, ce ne serait pas vraiment un problème. D'accord? Donc maintenant, on passe directement à l'exercice 1 qui est une simple application sur l'évaporation à simple effet. Oui, Le XF, c'est à l'alimentation. c'est à l'alimentation. Par exemple, comme 10 tonnes. 10 tonnes, c'est le solvant plus le soluté. D'accord? 10 tonnes, vous avez par exemple 5 tonnes ou 5 tonnes soluté, qui est un concentrat d'un jus ou du lait. D'accord? Donc, XF, elle est égale à 0,5, 50%. OK, 50%. Par contre, ici, certainement, la valeur que vous allez obtenir, elle doit être inférieure à 50%, à 0,5, c'est-à-dire. Inférieur. Non, elle doit être supérieure parce que, en fait, l'alimentation, elle est chargée avec de l'eau. Si j'élimine l'eau, automatiquement, la concentration, elle sera comment? Augmente. Elle augmente, d'accord. Et donc, XL, elle sera supérieure à XF. D'accord, c'est ma XL. Oui. C'est bon, merci madame. Je vous en prie. Donc, s'il vous plaît, on passe à l'exercice 1, évaporation. J'espère que vous avez vos calculatrices devant vous, parce que ça sera très simple. Hein. Donc, un jus de fruits, humidité 90% et débit 50 tonnes par heure. S'il vous plaît, à partir de cette humidité, je peux tirer quoi? Humidité, donc c'est la masse d'eau sur la masse totale. D'accord? C'est l'humidité relative, rappelez-vous. C'est la masse d'eau sur la masse totale. Donc, à partir de ces 90%, déjà, je peux en tirer quoi? Allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Le débit partiel, madame. Non, pas le débit partiel. Oui, le débit partiel, je peux le déterminer. Mais une chose plus importante que le débit partiel, je m'en fous parce qu'un après le débit total. L'humidité. Oui, oui, pardon? La masse d'eau? Oui, ou bien directement. Je ne cherche pas la masse d'eau. Regardez, je n'ai pas encore effacé. Je cherche quoi? Alimentation. Le titre massique, tu as le soluté. En fait, avec l'humidité. L'humidité, c'est la masse d'eau. Regardez, hein, l'humidité, c'est la masse d'eau sur la. Voilà, mademoiselle Baudelaire, merci, c'est XF. MO, c'est sur la masse totale. D'accord? Hadia, c'est le pourcentage de quoi? Fois 100 l'humidité. Mais moi, je cherche XF. XF, c'est quoi? C'est la masse du soluté. La masse du soluté, MS, divisé par la masse totale. Si ceci égale à 0,9, donc en fait, XS, ça sera combien? Ça sera 1 moins 0,9. Donc ça sera 0,1. Ça sera 0,1. Donc là, déjà, je sais que mon XF est égal à combien? Est égal à 0,1. Je continue. Débit de 50 tonnes par heure. C'est le débit de quoi? C'est le débit de l'alimentation. Donc, très bien. Ici, F est égal à 50 tonnes par heure. 50 tonnes par heure. Par la suite, la T est égale à 56. Il s'agit de quelle température, s'il vous plaît? C'est la température de... Lisez, je vous donne une minute. Lisez la première phrase. Ce qui est entre parenthèses. Je parle de l'alimentation. Donc, s'il s'agit de XF et de F, la T, c'était F. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, c'était F. C'était F qui est égal à 56. Et la chaleur spécifique, c'est le CP. C'est le CP de l'alimentation. CP de l'alimentation, c'est 4000 joules par kilogramme par degré C.
là, ne lâchez pas. Je sais, vous détestez tout ce qui est CP thermodynamique, mais là, c'est très simple. On va simplifier les choses et vous allez aimer ça, j'en suis sûre. Donc là, c'est TF égale 56 et CPF. Donc, j'écris ici. Donc, TF, c'est 56. Et bien sûr, nous avons même ici un CPF. Bon, 4000 joules, c'est-à-dire 4 kilojoules par kilogramme, 4 kilojoules par kilogramme par degré C, ou bien 4000 pour gagner de la place. Degré C. Je continue. On nous dit que ce jus est concentré à l'aide d'un évaporateur à simple effet. Donc, je n'ai à tracer qu'un seul évaporateur. À la sortie de l'évaporateur, c'est-à-dire je suis en bas, je récupère le sirop qui est concentré. D'accord? Le sirop concentré présente les caractéristiques suivantes. C'est un extrait sec de 40%. C'est-à-dire, c'est un extrait sec de 40%. Là, attention, il ne parle pas d'une humidité, mais il parle d'un extrait, d'accord, qui est sec. Sec à combien? À 40%. Donc, en fait, les 40% représentent quoi? XL. XL, très bien. Les 40%, c'est XL. Donc, en fait, ici, c'est XL qui est égal à 0,4. 0,4. Voilà, 0,4. Et là, c'est logique. Même celui qui a conçu l'exercice ne s'est pas trompé. On a démarré à partir d'une concentration de 0,1. Nous avons enlevé de l'eau afin de trouver un sirop ou bien de récupérer un extrait qui est chargé à 40%, à 0,4, donc augmentation de la concentration. Par la suite, il nous dit que la température est de 62 et la chaleur spécifique de 1500. Donc, c'est par rapport au sirop ici. Donc, T1, c'est 62 degrés C et CP du concentrat égale à 2500 ou bien 2,5 kJ par kilogramme, etc. Kilojoules par kilogramme par degré C. Voilà. On continue. Regardez bien, l'écart de température entre le jus de fruits à l'entrée, c'est-à-dire F, et la vapeur primaire. On note, les notions, vous devez vraiment les mémoriser. La vapeur primaire, c'est la vapeur de chauffe, le S, d'accord? L'écart de température entre le jus de fruits à l'entrée et la vapeur primaire est de 12 degrés C. C'est-à-dire ici, la vapeur de chauffe, la voilà. Et voici mon alimentation. La différence entre les deux, c'est 12. Logiquement, hein, avant de vous poser la question, est-ce que je rajoute à TF 12 ou bien je fais la soustraction? La vapeur de chauffe doit être la température de la vapeur de chauffe doit être supérieure à la température de l'alimentation pour qu'il y ait un chauffage. La température de la vapeur doit être supérieure. Si elle a une température de 56, donc l'écart entre les deux températures est de 12. Donc TS doit être égal à 56 plus 12 et non pas 56 moins 12. 56 plus 12, ça vous fait 68 degrés C. 68 degrés C. Donc là, les températures des condensats des vapeurs primaires et secondaires sont respectivement 65 et 61. Regardez, hein, les températures des condensats de vapeur. Les condensats, c'est-à-dire une phase vapeur, d'accord? Pardon, oui, phase vapeur, elle devient une phase liquide. De vapeur primaire et de vapeur secondaire sont respectivement 65 et 61. Maintenant, condensat des vapeurs primaires. Le voilà. La vapeur de chauffe primaire, après condensation, elle aura une température. Nous avons dit que normalement, la température ne change pas. Ou bien j'aurai une vraiment simple différence entre TS à l'entrée et TS à la sortie. Cette température, elle est de combien? Elle est de 65 degrés C. Et la vapeur secondaire, elle est où?
Elle se situe où la vapeur secondaire, s'il vous plaît? Donc, elle dit c'est 65 degrés C. Il n'y a pas un grand écart. La vapeur secondaire, s'il vous plaît, elle est où? La vapeur secondaire, c'est la vapeur en haut de l'évaporateur. Elle dit, je répète, c'est la vapeur primaire. C'est le condensat de la vapeur primaire. Et la vapeur en tête de l'évaporateur, c'est la vapeur, on dit, secondaire. Elle est issue de l'évaporateur. Faites la différence, s'il vous plaît. Donc, T1, c'est 61 degrés C. Nous avons dit que normalement, T1, 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 on verra. Là, c'est 62, 61. Il n'y a pas une grande différence. Donc, ce n'est pas sorti. T1, ça doit être 61 degrés C. Là, la vapeur de chauffe, quand elle traverse l'évaporateur, il n'y a pas un mélangeage. Attention, il n'y a pas un mélangeage entre la vapeur et l'alimentation. Donc, la vapeur passe dans un tuyau, dans un serpentin. Elle cède sa chaleur et par la suite, elle ressort. Elle se condense en contact avec l'alimentation. Regardez, physiquement, il va se passer quoi? J'ai ma charge. En contact, elle va se réchauffer. Quand elle se réchauffe jusqu'à ce qu'elle atteigne sa température d'ébullition. Dans ce cas-là, j'élève la température. Je parle d'une chaleur latente. Pardon, d'une chaleur sensible. Lorsque l'alimentation atteint sa température d'ébullition, elle va certainement, l'eau contenue dans la charge, il va s'évaporer. Donc, l'eau va passer de la phase liquide vers la phase vapeur. Et là, je parle d'une évaporation. Donc, pour pouvoir effectuer l'évaporation, je dois d'abord élever la température de la charge jusqu'à sa température d'ébullition, que je ne connais pas. Une fois cette valeur est atteinte, je vais vraiment passer au changement de phase. De la phase liquide, l'eau, icône dans la phase liquide, il va vraiment se transformer vers la phase vapeur. Et là, je parlais d'un changement d'état. Voilà, changement d'état, donc chaleur latente. Avant, je vais fournir de la chaleur sensible pour pouvoir augmenter la température de la charge jusqu'à de TF à T ébullition. Une fois j'atteins la température d'ébullition, je vais vraiment passer à une autre phase. Donc, je vais fournir l'énergie latente pour qu'il y ait une évaporation. Avec ça, on peut être vraiment à l'aise pour la résolution de notre problème, de notre premier exercice. On vous demande de déterminer le débit horaire du sirop. Le débit horaire du sirop. C'est-à-dire, là, si je parle d'un sirop, je suis là. C'est le L. Très bien, c'est le L. Donc, comment je détermine le L? Pardon? Donc, s'il vous plaît, désactivez vos microphones, sauf si vous voulez intervenir. Donc, voici le schéma de notre évaporateur. Nous avons récapitulé toutes les données ou bien les notions de base. Maintenant, pour déterminer le L, regardez, hein, je fais un bilan de matière. Quand je parle d'un bilan de matière, je parle par rapport à mon alimentation. Le F, c'est l'entrée. L'entrée égale sortie, à votre avis. Donc, F, elle va se partager en deux parties. Une partie que je récupère en bas, c'est le L1. Une autre partie que je récupère en haut, c'est le V1. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, F, c'est L1 plus V1. Est-ce que c'est compris? F, c'est L1 plus V1. C'est compris? Madame, et pour le S? Ah non, là, oui. Le S, c'est autre chose. Hein. Le S, c'est le steam, c'est la vapeur. Est-ce que je mélange la vapeur avec le F? Non, je ne mélange pas la vapeur avec le F. D'accord? Je parle d'un bilan de masse, de matière par rapport à la charge. La charge qui est introduite, elle est récupérée en haut de colonne et en bas de colonne. L'eau qui s'évapore, c'est V1. Et le sirop que je récupère, c'est L1. OK? Le premier bilan, c'est par rapport à quoi? Par rapport au bilan global. Si je fais un bilan
Très bien. Si je fais un bilan par rapport aux solutés, XF, si je fais par rapport aux solutés, regardez. Donc, le soluté, il se trouve où? Est-ce qu'il se trouve les vapeurs à la sortie? Est-ce que le soluté se trouve dans les vapeurs? Égal à 0. Très bien, là c'est 0. Donc le soluté, il se trouve dans la charge, il se trouve dans le sirop. Donc FXF égale L1 XL1. Voilà. Et du coup, je peux déterminer L1. Ici, L1, c'est F fois XF sur XL1. Et vous déterminez directement, nous avons ces valeurs-là. Vous avez le L1 qui est égal à 12,5 tonnes par heure. Aussi, vous pouvez même déterminer V1. V1, ça sera F moins L1. L1, on l'a, donc on peut déterminer V1. Là, je m'excuse, je vais vous retenir encore 5 minutes, s'il vous plaît, juste pour vous expliquer le bilan. Comme ça, vous pouvez, ceux qui terminer l'exercice, on le reprendra la séance prochaine, Inch'Allah. Mais juste cette équation de bilan, regardez. Pour déterminer maintenant les autres paramètres, pour répondre plutôt à l'autre question, déterminer le débit horaire de la vapeur primaire. S'il vous plaît, déterminer le débit horaire de la vapeur primaire. La vapeur primaire, c'est-à-dire quel paramètre, quelle quantité? C'est un débit horaire. S, très bien. Nous avons dit que la vapeur primaire, c'est S. Donc, je cherche S. Pour chercher ou pour trouver S, on va faire un bilan de quoi? Un bilan thermique sur l'évaporateur cette fois. La quantité d'énergie fournie, d'accord? Fournie, elle est égale à la quantité récupérée. Regardez comment on va procéder. Nous avons entré donc les sources de chaleur. On a la source de chaleur de la vapeur, donc c'est SHS. Vous êtes d'accord? C'est S grand HS. Nous avons aussi la chaleur contenue dans la charge, c'est F petit hf, c'est l'entrée. La sortie, nous avons V1 HV1, nous avons S HS et nous avons L1 HL1. Les voilà. Voici les quantités. Maintenant, nous avons normalement toutes les données pour pouvoir calculer S. HS, on l'a, d'accord? HF, tout ce qui est liquide. Les H sont quoi? C'est CP, d'accord? CP delta T. C'est MCP, pardon, delta T. Delta T ici, c'est toujours la température. F ici, par exemple, c'était F moins T0. La température de référence est égale à 0 et vous pouvez, puisque vous avez le CP, vous pouvez calculer le HF. On s'arrête là. Essayez de reprendre ce bilan-là. La suite, j'en suis sûre, vous pouvez la faire et on va reprendre cette partie la séance prochaine. Si vous n'avez pas de questions, donc j'arrête la séance d'aujourd'hui.